à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter du premier cours, en tout cas les premiers cours du 1, donc qui sont les bases de la thermodynamique. Donc ici, on va faire donc la première partie qui traitera de l'introduction et on va parler ici de quelques définitions en deuxième partie. Donc normalement, c'est un premier cours qui arrive dans votre année. Il est un peu technique. Je me rappelle que c'était un des premiers cours où vraiment on bute sur certaines notions, etc. Mais ici, le but, ça va être de vraiment vous expliquer les exemples, un petit peu les notions. Et après, je vous laisserai toute la partie qui est du par cœur. Je vous citerai tout ce qu'il faut apprendre. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. En tous les cas, donc on va commencer avec le cours. Donc le cours, comme d'habitude, vous le retrouvez sur le groupe WhatsApp. Normalement, il n'y a pas de, il y a pas de difficulté avec ça. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous demandez à Dan ou moi et on vous enverra le cours. Il n'y a pas de problème. Donc on va suivre scrupuleusement ce sommaire. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que comme on n'est pas en direct, je peux forcément pas voir si vous avez des petites difficultés. Donc, en introduction, donc on dit que la thermodynamique, elle permet de suivre l'évolution d'un système. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez bateau comme phrase, mais c'est un petit peu l'introduction et c'est très important de comprendre ça. Donc on va ici voir plein de réactions, on va dire, de phénomènes qui se passent, on va dire, tous les jours lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on est quelqu'un qui travaille dans des laboratoires, par exemple, ou même dans le corps humain. Il y en a plein de réactions qui sont de l'ordre de la thermodynamique. Et ici, le but, ça va être de les expliquer, de les comprendre. Et donc là, on commence au tout début avec donc Carnot. Donc Carnot, en fait, retenez simplement cet exemple. Voilà, donc on ne peut pas transformer toute énergie en travail. S'il y a une perte, c'est la chaleur, température, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que, bon voilà, c'est que du par cœur. Là, je peux rien vous expliquer, mais parce qu'en fait, ça va se baser sur des phénomènes qu'on va voir juste après. Mais vraiment, je vous conseille d'apprendre Carnot, Boltzmann, Avogadro, Kelvin, Joule et tous ces petits exemples d'introduction parce qu'en fait ils aiment bien faire tomber ce genre de questions donc franchement apprenez-les, c'est super important, les exemples, comprenez-les du moins, c'est beaucoup plus intéressant de les comprendre parce que bah, des fois ils vous font tomber ça sous une autre forme, etc. Donc si vous avez compris, normalement vous ne serez pas perturbé. Et on va passer aux définitions et qui vont permettre d'illustrer tous ces exemples qu'on a vus au tout début par exemple. Donc déjà, il faut voir que la thermodynamique, on étudie des systèmes. En fait, un système, ça va être un ensemble qui va avoir beaucoup de caractéristiques. Et on va commencer avec les premières caractéristiques, c'est que le fait que le système il peut être homogène. Donc comme vous imaginez le mot, vous connaissez homogène, ça veut dire qu'en tout point, il est identique. Il n'y a pas de différence de température, voilà, il est homogène en fait. C'est un milieu qui va être, comment dire, qui va être vraiment identique en tout point. Et s'il n'est pas homogène, on va appeler ça qu'il est hétérogène. Voilà, tout simplement. Isolé. Donc ça, c'est intéressant de faire ce lien avec le fait qu'il soit isolé, parce qu'en fait, isolé, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun échange. Et en fait, c'est vraiment deux milieux à part et qui sont indépendants l'un de l'autre. Voilà. Des fois, on peut vous poser en travail, en études, on peut vous poser deux systèmes. Et il va falloir vraiment, s'ils sont par exemple isolés, il faut vraiment se visualiser qu'il n'y a aucun échange entre ces systèmes en fait. C'est vraiment deux systèmes qui sont indépendants les uns des autres. Ensuite, système fermé, donc échange d'énergie seulement, donc travail-chaleur, pas de transfert de matière. Alors pour se visualiser le système fermé, moi j'avais imaginé par exemple deux bouteilles par exemple en plastique, hein. Et en fait, s'ils sont fermés, on n'aura pas transfert de matière entre les deux bouteilles. Forcément, si elles sont fermées, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura aucun échange d'eau, par exemple. Alors que si euh, toutes les deux on les met côte à côte, on peut avoir un échange de travail. Par exemple, la bouteille peut se déplacer, on peut déplacer les deux bouteilles ensemble, on peut les chauffer. Si, par exemple, si vous prenez une bouteille chaude, vous la mettez au contact de l'autre, on peut avoir transfert de chaleur, la deuxième peut devenir chaude. Donc voilà, moi je l'avais imaginé comme ça, et je pense que ça peut être pas mal si vous imaginez ça comme ça. Donc voilà, il n'y a juste pas d'échange de matière. À l'inverse, avec le système qui va être ouvert, où là on aura échange de tout. Et je pense que ce que vous pouvez comprendre, voilà, un système ouvert dans lequel en fait il y a tout qui passe. Donc là, ils prennent l'exemple de l'amphi dans lequel il se déroule le cours et c'est un bon exemple, je pense. Donc il faut savoir aussi que la chaleur se note Q et le travail W. Donc ça, c'est les nomenclatures que vous allez voir tout au long de ce cours. Voilà, donc ils vous les posent au tout début et ne soyez pas perturbés si vous les voyez après. Donc, ensuite, on va parler des états du système. Donc, comme tout système, comme on est dit,
comme on a dit depuis le début, ils vont avoir des paramètres et des choses qui vont être variables. Donc là, vous apprenez bien sûr la définition en rouge. Donc un système est à l'équilibre thermodynamique si les valeurs d'état du système sont constantes dans les temps à l'échelle de l'observateur et uniformes dans toute partie homogène du système. Donc là, vraiment, attardez-vous sur tous les points parce qu'ils aiment vraiment vous faire tomber un point. Enfin, attardez-vous vraiment sur tous les termes parce qu'ils aiment beaucoup échanger un mot par un autre, etc. Dans les définitions. Et ce serait bête de perdre des points pour ça. Donc vraiment, des fois, ils aiment bien faire échanger le mot uniforme et mettre hétérogène. Donc vraiment, point de vigilance sur cette définition. Et quand vous la lisez dans les QCM, regardez bien tous les mots parce qu'ils aiment bien vous piéger dessus. Donc voilà, on a des val... Donc, je vous laisse les explications, mais là, on va expliquer. On a les variables intensives qui sont indépendantes de la quantité de matière. Alors moi, j'avais un bon moyen mémotechnique, c'était la température. La température, c'est une valeur intensive. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je fais 37 degrés, comme tout être humain, et si je suis dans une pièce qui, on va dire, est à 20 degrés, c'est pas parce que moi, je vais être à 37 degrés plus la pièce à 20 degrés, par exemple, que la pièce va faire 57 degrés. C'est tout simplement ça. En fait, moi, j'ai on va dire, une enveloppe corporelle qui me permet de dégager de la chaleur. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va ajouter. C'est quelque chose qui va, on va dire, entre guillemets, faire une moyenne avec les autres. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme, imaginez deux salles. S'il y a une salle à 20 degrés, une salle à 40 degrés, si vous allez ouvrir la porte entre les deux salles, il ne va pas faire 60 degrés. Il y aura une moyenne qui va s'établir entre les deux. Et en fait, c'est exactement ça. Donc, en fait, il y a pas, elles sont indépendantes de la quantité de matière, en fait. Donc, c'est un référentiel. Là, moi, ce que je vous donnais, c'était la température. Mais moi, je l'avais appris comme ça et je trouve que c'était super simple de l'apprendre comme ça. À l'inverse, des variables extensives qui sont proportionnelles à la quantité de matière. À la quantité de matière, par exemple. Si vous avez, comme je vous explique l'exemple des bouteilles, si vous allez remplir vos deux bouteilles à moitié, si on suppose qu'elles font la même taille, si vous allez les transvaser l'une dans l'autre, vous allez avoir les deux grandeurs, donc là c'est le volume, c'est l'eau, qui vont s'additionner. On va faire une bouteille. Et bien là c'est exactement ça, en fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a des variables qui vont pouvoir être extensibles, comme le volume par exemple, et la température qui va être plutôt intensive. Mais ça on reverra après. Et en fait, voilà, donc là vous avez l'exemple. Moi je vous ai donné le mien, apprenez celui que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, normalement il n'y a pas de difficulté avec ça. Et voilà, donc l'équilibre thermodynamique, c'est aussi les trois paramètres ici qui seront invariables dans le temps, donc qui seront constants. Donc que ce soit la thermique, la mécanique et la chimique. Ensuite, on va parler des équilibres, tous les états d'équilibre qu'on va avoir lors des systèmes thermodynamiques. Donc on a surtout l'équilibre chimique qu'on parlait un peu plus haut. Et en fait, ça va être, il vous simplifie la phrase en disant que c'est juste que lorsque la concentration elle est constante et que la réaction s'arrête. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. La compréhension, je pense elle va de suite, mais il y a pas de difficulté avec ça. Ensuite, euh, donc là, on va passer à une diapo qui est pour moi très importante, c'est la transformation du système. Donc en fait, on a un état d'équilibre A et un état d'équilibre B. Et en fait, on va voir qu'il peut y avoir des multitudes de chemins différents, comme on peut le voir avec le rouge et le vert, qui peuvent matérialiser vraiment des états d'équilibre différents, mais qui, dans tous les cas, arrivent au même endroit. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va de A vers B, mais on prend des chemins très différents. Donc, entre guillemets, on parle de A vers B, on pourrait remplacer par état initial, état final, si l'état B est l'état final. Et en fait, on va avoir, comment dire, différents chemins qui vont être empruntés, mais dans tous les cas, le delta va être le même. Donc ça, vous vous doutez bien. Et en fait, c'est ce qui va vraiment matérialiser la transformation du système et qui va faire que parfois on a des caractères qui sont réversibles ou irréversibles parce que le chemin inverse ne peut pas se faire. Et ici, on voit que les chemins peuvent se faire. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, là, ils disent que dans un cycle fermé, les variations d'état sont nulles parce qu'en fait, si le cycle est fermé, il n'y a pas de, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échange. Et en fait, on va être dans un état perpétuel d'équilibre et les fonctions d'état ne varient pas, donc elles seront nulles, en fait, tout simplement. Ensuite, on a une transformation qui est isotherme. Donc, isotherme, c'est température constante. Isocore, volume constant, etc. Ça, vous l'apprenez. Il y a pas notamment de difficulté dessus, mais il faut vraiment l'apprendre, c'est super important. Ensuite, donc là, depuis tout à l'heure, on parlait des variables d'état. Donc, je remets le voilà.
on remet le petit 1, on parlait des variables d'état. Maintenant, on va parler des fonctions d'état. Donc en fait, les fonctions d'état dérivent des variables d'état, mais c'est beaucoup plus général avec des nouvelles valeurs, des nouvelles notations qu'on va noter. Et en fait, il faut vraiment apprendre ce tableau par cœur. Moi, je l'avais appris par cœur, par cœur, par cœur. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment la base de la thermo. Ce tableau, il résume beaucoup de choses. Et en fait, il faut l'apprendre. Et il faut surtout noter que toutes ces grandeurs, elles sont extensives. Donc, ça aussi, c'est très important. À 0 Kelvin, le nombre de micro-états est de 1 et l'entropie est nulle. Forcément, il n'y a pas de désordre. Donc, à 0 Kelvin, il ne se passe rien, il n'y a pas de réaction. Ça, on l'a vu dans les autres cours, normalement, si vous étiez super attentif. Et donc, l'entropie est nulle. Et l'entropie, en fait, c'est ce qui permet de montrer le nombre d'états. Et entre guillemets, ça caractérise le désordre du système. Au plus il y a de nombre d'états, au plus on a de désordre. Donc, la valeur sera élevée. Ici, elle est nulle parce que, comme on l'a dit, le nombre de micro-états est 1. Donc, il n'y a pas une quantité infinie de nombre d'états. Donc, en fait, la variable est, la variation est nulle. Donc, l'entropie est nulle. Ici, on a des calculs à surtout pas savoir faire. Il faut peut-être les comprendre, mais les faire, je crois pas. Ils aiment bien faire tomber aussi, peut-être des fois, ça peut tomber, mais on va jamais vous demander de les faire. Voilà, juste visualisez-les et je pense que c'est très 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 suffisant. Ensuite, donc, ça c'est super important. À pression constante, donc ça c'est un paramètre qui va être donné. Souvent, regardez les paramètres qui vont vous être donnés parce qu'on a différentes lois qui vont tomber après. Et en fait, ils vont toujours vous donner les conditions d'étude du système. Là, il faut retenir que c'est à pression constante. Il ne faut pas se tromper. Donc, à pression constante, on a une réaction qui peut être exothermique. Donc, exothermique, exo, ça veut dire tout ce qui va sortir du corps. Donc, comme ça sort du corps, enfin, moi je l'apprends comme ça avec le corps, mais vous pouvez l'apprendre comme vous voulez. Exo, en fait, on va sortir quelque chose. Donc, si on sort quelque chose, on va sortir de la chaleur. Et donc, le delta H sera inférieur à 0 parce qu'en fait, dans notre système, on va libérer quelque chose. Et si on libère quelque chose, c'est quelque chose qui va partir. Et s'il part, ben en fait, on l'a plus. Donc, en fait, le delta est négatif, tout simplement. Et donc après, on a endothermique, pardon. Endothermique, donc ici, ça va être l'inverse. En fait, on va consommer de la chaleur. Donc comme on la consomme, entre guillemets, euh, on va l'utiliser. Donc comme le système l'utilise, et ben, le delta H sera supérieur à 0. Donc voilà. Donc en fait, là, retenez que exothermique, ça va chauffer et la température augmente. Logique, parce qu'on va libérer de la chaleur. Et endothermique, la température diminue parce qu'on va consommer de la chaleur, tout simplement. Ensuite, on a la réaction exergonique, qui veut simplement dire que ça, il n'y a pas trop d'explication dessus, mais dès que delta G est inférieur à 0, la réaction est spontanée, et dès que c'est endergonique, voilà, vous la prenez comme ça, ben, c'est non spontané en fait, dès que le delta G est supérieur à 0. Donc vous la prenez telle quelle, et normalement, il n'y a pas de galère. Donc ensuite, ici, il nous rappelle que les fonctions d'état, donc comme je l'ai dit, elles sont extensives, donc elles dépendent de la quantité de matière. Donc ça, si vous avez bien compris tout à l'heure avec l'exemple des bouteilles, normalement, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et voilà, donc comme elles sont extensives, elles sont additives et extensibles. Voilà. Donc pour un cycle fermé, il y a retour à l'origine. Donc la variation des fonctions d'état est égale à 0. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si le cycle il est fermé, quand on a des variables extensives, eh ben, on n'aura aucun transfert. Parce que par exemple, si vous prenez vos deux bouteilles, cycle fermé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si la bouteille elle est fermée, l'eau qui est une variable extensive ne va jamais se transvaser d'une bouteille à l'autre. Donc je pense que si vous gardez vos exemples des bouteilles, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à comprendre toutes ces fonctions. Ensuite, on a encore un autre paramètre qui va être très important pour le système, ça va être la réversibilité. Alors soit l'état il est réversible, soit il est irréversible. Donc réversible, ça veut dire qu'on va passer par ici ils disent une infinité d'états intermédiaires, infiniment peu différents, qui permettent de revenir à l'état initial. Donc en fait, retenez simplement qu'avec l'état réversible, on passe d'un état initial à final, et on peut revenir à cet état initial, tout simplement. Et si c'est irréversible, par exemple, c'est le cas contraire. Donc, voilà, donc ça vous l'apprenez. Ensuite, on a la définition des gaz parfaits. Donc, ce sont des gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles, etc. Et en fait, ça va nous permettre d'expliquer tout à l'heure ce phénomène de réversibilité. Donc, tout simplement, là, vous allez apprendre toutes ces lois qui sont super importantes dans les annales. Ils aiment bien faire tomber ça. Donc, par cœur, par cœur, par cœur. Il
Il n'y a pas de discussion avec ça et c'est super important de les apprendre. Donc moi je me rappelle que je les avais toutes apprises, donc voilà, il n'y a pas de difficulté normalement, essayez des moyens mémotechniques et il n'y a pas de souci avec ça. Donc là on va parler de ce phénomène d'irréversibilité avec l'exemple du gaz parfait sous un piston, du coup ça va nous permettre d'illustrer cette notion-là. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que à gauche c'est irréversible parce qu'en fait c'est très rapide. Donc comme c'est très rapide, on va pas avoir d'états infiniment peu différents les uns des autres, entre guillemets, donc ça c'est bien de rappeler la définition, pour permettre une réversibilité. Donc ici c'est irréversible. À l'inverse de la droite, où en fait la transformation va être tellement lente qu'en fait ça va être tellement peu différent les états des uns des autres, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire le chemin inverse. Donc voilà, vous retenez cet exemple et je pense que c'est très très suffisant. Donc voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand c'est réversible, delta G il est égal à W, c'est logique parce qu'en fait il n'y aura que du travail, il n'y aura aucune déperdition. Donc ça veut dire qu'en fait, il y aura juste du travail qui va être échangé. Si c'est irréversible, en fait, il y aura de la chaleur. Et la chaleur, c'est là, vous pouvez pas la récupérer, entre guillemets. C'est une énergie qui va être perdue. Donc, c'est ce qui est écrit là, en fait. Delta G est égal à W plus Q. Donc, le rendement, il est inférieur à 100 parce que, comme on a dit, nous, notre but, c'est du travail. C'est pas de la chaleur. Entre guillemets, s'il y avait que du travail, c'est ce qui est bon. Donc, c'est ce qui est réversible. Par contre, si on a une perte euh, avec de la chaleur, donc ce qui va nous donner une petite irréversibilité, on va parler de réversibilité partielle. Parce que parfois, on peut avoir un rendement qui passe à 90%, donc entre guillemets, c'est quand même réversible, parce qu'on arrive à revenir à l'état initial, mais avec des pertes. Et cette perte, ça va être la chaleur, tout simplement. Donc j'espère que vous avez à peu près compris ces premières notions de thermo qui sont assez compliquées. J'espère avoir détaillé tout ce qui est de l'aspect compréhension. Et il va falloir bosser donc tout ce qu'il y a du par cœur, etc. Parce qu'il y a beaucoup de par cœur quand même dans ce cours. Mais si vous comprenez, le par cœur va venir beaucoup plus vite. C'est vos premiers cours. N'ayez pas peur avec ça. C'est un cours que moi, personnellement, j'ai revu beaucoup de fois. Et qui, au final, après, c'est un cours comme un autre. Voilà, au départ, quand on voit ce cours, on se dit, oh, c'est pas possible, on va pas pouvoir apprendre tout ça. Mais au final, après, les exemples sont de plus en plus logiques avec la compréhension qui arrive. Et il n'y a pas de difficulté. En tout cas, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je répondrai à vos questions sans souci.